Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, vendredi, fin de matinée, nous faisons le point sur l'activité économique, financière de la semaine, activité assez marquée sur les grandes tendances aussi. Nous essayons d'analyser tout ça, de tirer les premières conclusions, donner des pistes d'investissement. Et dans l'émission plus précise, les décideurs de la gestion s'engagent les conseils que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin sur le même site. Nous appliquons les conclusions de cette émission, les décideurs de la gestion, l'analyse. Alors à côté de moi, Jean-Marc Divou, vous êtes le patron de Financecom AM. Et alors, vous êtes des spécialistes de la gestion quantitative. Alors, un mot sur la gestion quantitative, puisque je crois que vous êtes le premier, j'en suis sûr même, de nous inviter à être un spécialiste de la gestion quantitative. Alors, chez Financecom AM, notre objectif, c'est de construire des portefeuilles diversifiés de manière à avoir des performances régulières. C'est-à-dire, je peux avoir des actions, ou autre chose d'ailleurs, mais vous arbitrez pour la régularité en fonction de quoi? Des performances passées Alors nous travaillons en effet sur les performances passées, sur l'historique des cours, des actions et des indices, et sur de différentes classes d'actifs, donc les actions, les obligations. Nos portefeuilles sont donc toujours diversifiés avec, selon les fonds, un objectif plus ou moins dynamique ou plus ou moins... Alors ça va de où à où, par exemple? Alors le fonds le plus prudent a un objectif de volatilité de 2%, donc c'est une alternative au monétaire. Il fait un peu mieux que le monétaire? Oui, il fait du 2%. Oui, donc c'est un peu mieux aujourd'hui. Voilà, c'est un peu mieux que le monétaire. Oui. Et ça va jusqu'où? Et ça va, alors on a aussi un fonds Vol 4 qui est un petit peu plus... Donc qui vise à faire un peu mieux que l'OAT, on va dire. On le présente comme une alternative au fonds en euros. Au fonds d'assurance vie en euros. Au fonds d'assurance vie en euros, tout à fait. Puisque vous estimez que cette protection sur la volatilité, comme on appelle ça, donc sur la baisse, vaut le cliquet des fonds en euros. Oui, effectivement, nous pensons que les fonds en euros ne vont pas pouvoir délivrer durablement à la fois de la garantie et de la performance. Si je monte dans le risque, vous allez jusqu'où? Et donc par ailleurs, nous avons un fonds, notre fonds quantitatif le plus risqué, c'est un fonds action flexible, donc qui est exposé en action de 0 à 100%, et qui est, lui, offensif. Très bien. Bon alors, premier chapitre de l'émission, vous en avez l'habitude. Actualité. Bon, l'actualité, c'est cette actualité américaine, budgétaire américaine, on ne sait pas dire présidentielle américaine, des deux chambres américaines. Alors, les marchés sont relativement sereins, puisqu'on voit sur la semaine un Dow Jones qui progresse, ou un Standard & Poor's qui progresse même, je crois, sensiblement. Oui, Pourquoi sont-ils si sereins, à votre avis? En particulier, la journée d'hier. Oui, la journée d'hier a permis de rattraper ce qu'il y avait eu avant. Pourquoi est-ce qu'ils sont si calmes, finalement? Alors, il faut reconnaître que les Américains sont très forts dans les séries à rebondissement. Là, c'en est une. J'y crois pas. Oui, ils ne croient pas au scénario du pire. Les marchés, visiblement, ne croient pas au scénario du pire. Le pire, ça serait qu'on ne paye pas une échéance de la dette. Oui, alors ça aurait des conséquences qu'on a du mal à imaginer. Le deadline a été c'est pas la Grèce quand même. C'est ça. C'est pas la Grèce, mais quand même ça fait désordre. Si vous passez l'expression, on n'y est pas. Alors pour vous, c'est qu'en fait, ils anticipent l'accord qui finira bien par arriver, où chacun donne un petit peu. Et le bras de fer peut durer, mais c'est pas trop grave. Le bras de fer peut durer, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce qu'il y a quand même des décisions à prendre. Oui. Pendant le shutdown, il y a quelque chose comme 800 000 fonctionnaires qui sont au chômage technique. Bon, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Mais j'y crois pas. Forcément, ils vont finir par trouver une solution et donc les marchés ne stressent pas plus que ça. Alors une incidence qui explique aussi le calme des marchés, c'est sans doute le fait qu'on se dit que la Réserve fédérale va continuer à mettre de l'argent dans le système. C'est pas le moment qu'elle rajoute du trouble sur le trouble. Et en plus, cette semaine, on a eu la nomination de la présidente qui va succéder à Ben Bernanke, donc Janet Yellen. Comment vous voyez tout ça? Alors Janet Yellen est classifiée parmi les colombes. Donc elle
assez clairement en faveur de la continuation du quantitative easing. Elle était vice-présidente, donc... Elle était vice-présidente. Elle a régulièrement abondé dans ce sens. Donc, en fait, c'est un peu Bernanke, mais en démocrato-compatible, on va dire. Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, sachant quand même que historiquement, les présidents de la Fed Colombe ont fait des politiques dures et les présidents durs ont quelquefois mis de l'argent dans le système. Si jamais l'économie reprend vraiment aux États-Unis, si jamais le chômage redescend, Bernanke avait cité 6,5% de chômage comme un seuil à partir duquel il commencerait à se poser des questions. Là, oui, Yellen, comme les autres membres du FOMC, fera son boulot. Les effets sur les monnaies là-dedans, donc l'euro est toujours très fort, ça va durer ça? Moi, je crois que ce qui va durer, c'est la volatilité sur l'échange. Oui. Effectivement, l'euro est fort. Il est fort, c'est-à-dire qu'il est fort contre tout le monde. C'est quoi? Il est fort contre le dollar, et donc il est fort aussi contre le yen, bien sûr, puisque le yen est géré pour se dévaloriser. Voilà. Donc, ça fait moi, je pense surtout que c'est la volatilité qui va continuer. Donc, vous voyez la volatilité. Alors, juste rapidement, on va faire un petit tour du monde. Donc, on était aux États-Unis, on va passer par... on va faire comme le soleil. Donc, on va aller le Japon, la troisième flèche des mesures de Abe. Donc, les deux premières étaient injection budgétaire, injection monétaire. La troisième flèche sont des réformes de structure. Vous achetez, si j'ose dire? Je leur accorde le bénéfice du doute. Disons que cette fois-ci, ça pourrait marcher. Parce qu'il y a eu depuis plus de 20 ans de nombreux faux départs. Oui, il y a eu de nombreux, depuis l'éclatement de la bulle au début des années 90, les gouvernements successifs ont tenté des relances keynésiennes. Et donc par des grands travaux. Celle-là est différente par son ampleur. Marché. Les deux premières flèches, c'est leur ampleur qui fait qu'on peut construire dessus. Ce qui pourrait marcher cette fois-ci, c'est qu'il y a un effort concerté monétaire, budgétaire et là, c'est ce qu'on attend un peu. La troisième flèche, c'est les réformes de structure. Donc on peut y croire. Et là, apparemment, il y a vraiment une volonté en particulier, ça a l'air de rien, mais sur l'agriculture. L'agriculture, ça représente une part faible du PIB du Japon, mais ça reste symboliquement très fort pour les Japonais. L'agriculture est encore très protégée et le Japon est en train de participer aux négociations du TPP, le Trans-Pacific Partnership, un accord de libre-échange de la zone Pacifique. Et là, les délégués japonais ont mentionné le fait que, contrairement à ce qu'ils disaient auparavant, l'agriculture pourrait faire partie de ces accords. Ça va être un symbole, ça. S'ils le font, c'est vraiment un symbole. Ça sera un symbole. Alors, les émergents, donc la Chine, ça va moins mal que si ça allait mieux, mais on a quand même le sentiment que le modèle n'est plus le même. Le modèle n'est plus le même en Chine. Au Brésil aussi, ça devient un peu compliqué. Mais il y a des zones parmi les pays émergents qui sont, à notre avis, donc très prometteuses. On ne peut pas globaliser tout ça, même si, évidemment, la Chine, le Brésil et l'Inde, c'est beaucoup de monde. Oui, c'est clair, c'est beaucoup de monde. Mais par exemple, l'Europe de l'Est, à mon avis, pourrait très bien progresser dans les prochaines années. Mais est-ce que, par exemple, en Chine, il y a des risques de surcapacité, par exemple C'est très difficile de voir en Chine. Il y a on pense qu'il y a des bad loans, des mauvaises créances dans les banques. Oui, bon, c'est rien, en fait. On ne sait pas combien. Oui. Les entreprises publiques, ça représente quelque chose comme 50% du PIB. Et on ne sait pas très bien comment elles sont gérées et si le capital est correctement alloué. Oui, donc, la Chine, il y a une croissance, c'est clair, mais il va falloir qu'ils adaptent leur modèle de croissance. Alors, l'autre question, c'est la question on fait le tour, on va continuer, l'Europe. Donc, voilà. L'Europe, avec même un commerce extérieur allemand qui est un peu moins bon, évidemment, puisque comme ça va mal autour de lui. Donc, comment vous voyez cette zone? Est-ce qu'il y a une zone déjà? Oui, quand même, il y a une zone Europe. Il y a la zone euro, bien sûr, mais l'Europe, de manière générale, est malgré tout quand même assez homogène en termes de fonctionnement et de commerce intracommunautaire. Donc, il y a une zone. On assiste à un début de reprise, c'est encore timide, mais malgré tout, ça va un peu mieux. Et
en particulier si l'Europe occidentale, donc la communauté européenne démarre effectivement, je pense que l'Europe de l'Est pourrait en profiter, grandement. Très bien. Bon, alors, deuxième chapitre, gestion. Alors, ça tombe bien puisqu'on a un spécialiste en fait des allocations par zone géographique. Alors, on a quand même un tournant du cycle. Il y a plutôt de la croissance qui est retrouvée, même si elle n'est pas colossale, dans les pays riches, dans les pays de l'OCDE, et plutôt des interrogations sur le modèle de croissance des pays émergents qui ont tout fait dans les 5 ou 8 dernières années. Alors, aujourd'hui, comment on se place dans ce tournant du cycle ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on a un début de croissance en Amérique du Nord, enfin les États-Unis notamment, et en Europe. Un peu moins, mais bon. Il faut encore être prudent, mais enfin, disons, clairement, on s'éloigne du précipice. Oui, on a touché le fond de la piscine. Voilà, on a touché le fond de la piscine. Donc, à notre avis, il faut revenir sur les actions. Dans ce tournant du cycle, on va sur les zones qui reviennent de loin, effectivement, oui. Et c'est ça, et on allège plutôt les émergents, quoi, certains émergents, parce que vous nous avez dit qu'il y en a qui vous plaisent. Globalement, je pense qu'il faut conserver une exposition aux émergents, même si effectivement il y a ou il devrait y avoir un changement de modèle de croissance en Chine ou au Brésil. Nous restons positifs sur ces marchés-là. Alors un petit focus sur le Japon. Le Japon, vous connaissez bien, et puis vous en avez dit un mot. On y va, on n'y va pas, on gagne presque 40% en un an, hein, sur l'indice Nikkei, qui n'est peut-être pas le plus représentatif, mais il faut bien en avoir un. On gagne, 50%. Oui, près de 40% depuis le début de l'année. Ouais. Alors, on y va, on n'y va pas, on y va encore, on y va comment? Oui, je le disais, la troisième flèche pourrait marcher cette fois-ci. Et alors, le rendez-vous est quand? Parce que les deux premières flèches, elles étaient presque mécaniques. On met de l'argent dans le système. Oui, mais ça, c'est facile. Voilà. Oui, quoi, c'est facile. Oui, voilà. Maintenant que c'est fait, on dit que c'est facile. Et alors, la troisième flèche, c'est la plus dure. La troisième flèche, c'est la plus dure, c'est les réformes structurelles. Oui. Et effectivement, c'est la plus dure. Et alors, on a des rendez-vous en politique intérieure. Oui. Et puis aussi, il y a. Alors, les rendez-vous, vous parliez du rendez-vous sur la réforme de l'agriculture. Il y a des rendez-vous d'ici la fin de l'année japonaise, c'est-à-dire la fin mars. Là, en avril, effectivement, la TVA va augmenter. Voilà, elle va passer de 5 à 8%. Ça c'est quand même un signe. C'est-à-dire, j'ai relancé, mais je vais tenir mon budget quand même. Ils sont bien obligés. Oui, parce qu'on la dette est colossale. 240% du PIB. 240% du PIB, c'est considérable. C'est considérable. Et c'est pour beaucoup les retraites. Ils doivent financer les retraites. Oui, surtout que les 240% du PIB, alors le serpent se mord la queue, puisque pour l'essentiel, les Japonais ont des fonds d'État. Donc, le serpent se mord un peu la queue. Ouais, donc, les rendez-vous, c'est plutôt au début de l'année prochaine que... Oui, début d'année prochaine. Qu'on va voir ces fameuses réformes de structure qu'on attend. Oui, tout à fait. Dans un pays qui est très conservateur de nature. Oui, les Japonais recherchent toujours le consensus. Et ça prend du temps pour trouver un consensus à l'échelle d'un pays. Oui, c'est un grand pays quand même. Mais c'est un gros pays. Mais une fois qu'ils ont trouvé un consensus, c'est bon. Est-ce que dans les chiffres, on va finir avec le Japon, mais est-ce que dans les chiffres qu'on a là, il y a un effet rebond après Fukushima qui joue aussi? C'est possible, oui, qu'il y ait toujours un effet rebond après Fukushima. Donc on a qui s'est rajouté aux deux premières flèches, aux flèches budgétaires. Enfin, cela dit, les coûts des contaminations de Fukushima vont impacter durablement le budget. Ça c'est certain. Alors, donc les conclusions, quelques conclusions. Les concepts que vous suivez en ce moment? En ce moment, les émergents, enfin les actions déjà. Les actions, d'abord les actions, pas les obligations. Nous revenons sur les actions. Non, nous sommes assez prudents sur les obligations. Les taux sont très bas, enfin que ce soit en Europe ou... Il n'y a pas de poche. Les souverains, il y a... les souverains, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose à gratter. Le crédit, il y a encore effectivement du rendement. Mais qui a aussi beaucoup baissé. Il a baissé avec le... Effectivement, les spreads se sont beaucoup resserrés. Il y a un risque un jour, c'est difficile de le dire quand, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à gagner. Il y a à perdre et pas à gagner. Voilà, c'est ça. Donc les actions, d'abord. D'abord les actions. Et dans les actions Europe, États-Unis. Europe, États-Unis. Donc les zones de croissance. Voilà. Le Japon aussi, mais en couvrant le risque yen. Donc,
puisque la politique de la Banque du Japon a pour effet corollaire de faire baisser la devise. Alors c'est bien pour leurs exportations, mais c'est moins bien Donc pour on nos retourne vers les investissements. pays riches. Alors il y a un pays dont on ne parle pas, même si vous en parlez un peu quand on dit le mot Europe, c'est le Royaume-Uni. Oui. Le Royaume-Uni, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ils ont mené une politique qui est vraiment presque l'inverse de celle que menait la France, avec quand même Bon, évidemment, quand on passe par un point bas, on remonte plus fort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette zone? C'est vrai que ils sont toujours un peu à part dans l'Europe et puis pas vraiment. Oui, mais, le continent est isolé, comme ils aiment bien dire. Oui, voilà, le continent est isolé. Bon, c'est des commerçants, c'est des. Non, mais des comment vous voyez, financiers, donc ça va. c'est quelque chose qui peut être dans une allocation Oui, d'investissement. oui, tout à fait. On ne peut pas être en Europe si on ne fait pas les grands pays. Donc, Non, et c'est un grand pays. Bien. Donc l'allocation d'actifs, elle est. Donc action, qu'est-ce que vous garderiez? Un peu de cash, un peu de. Un peu de cash, un peu d'obligations, malgré tout. Bon, dans un portefeuille diversifié, ça permet de diminuer la volatilité globale. Oui, mais alors plutôt des échéances courtes, j'imagine. Plutôt des échéances courtes, en effet. Compte tenu de ce que Voilà, vous dites. plutôt des échéances courtes, en étant prudent sur le risque de crédit. Mais vous, compte tenu de vos spécificités, quand vous faites ça, vous pouvez dire, vous pouvez estimer que votre fameuse volatilité 2%, elle est presque comme du monétaire, et la 4% presque comme une obligation. Donc, oui, en quelque sorte. Elle est fabriquée, donc il y a des risques. La volatilité que j'ai citée, c'est un objectif, c'est une conséquence du portefeuille, donc elle peut varier. Le fonds Vol 4, en ce moment, on a, comme je le disais, peu d'obligations et beaucoup d'actions. Donc, du coup, en ce moment, on a une volatilité de l'ordre de 4,5. Oui, bon, c'est pas non Voilà, plus, ça change pas complètement. Ça reste très raisonnable. Mais pour avoir 4% de volatilité, il faut quand même qu'on ait du monétaire et des obligations. Donc des obligations et du monétaire. Matières premières, vous connaissez un peu? Un petit peu de matières premières. Un petit peu de matières premières. Vous en faites un peu quel type? On en fait un peu. Toutes, mais... Agricoles, dans métaux non ferreux. Les matières premières agricoles, c'est un peu compliqué, on a du mal à les modéliser. Oui. Plutôt l'énergie et les métaux, ferreux et non. Et l'énergie, ça continue à être... Parce que l'énergie a été remarquablement calme dans la crise géopolitique au Proche-Orient, etc. On a un petit peu de matières premières dans notre allocation, mais effectivement, en ce moment, on détecte pas trop de tendance. Et du coup, on a une petite poche, mais qui n'apporte pas beaucoup, qui ne contribue pas beaucoup en ce moment. Donc priorité aux actions, ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et rendez-vous sur le lien voisin en cliquant sur le lien voisin sur le même site pour avoir les conseils précis et appliqués de Jean-Marc Dioux qui suivent la stratégie et l'analyse que nous avons développée. Au revoir.